Morph qui s'exprime ici à l'ENSI, et de faire un focus sur certains enjeux fortement adressés et qui montent en puissance. Et je sais aussi que vous, acteurs de la santé ou pédagogues dans ce domaine-là, je crois que vous avez besoin aussi qu'on forme de plus en plus de jeunes pour venir travailler avec vous. Et on est ravis de vous accueillir pour aussi les sensibiliser et leur donner envie de vous rejoindre sur ces très beaux projets que vous adressez. Alors moi, je vais présenter notre modératrice de ce soir, qui est Marie Coirier. Alors pour nous, Marie, c'est un petit peu particulier parce que tu es ici chez toi, dans ta deuxième maison, bien sûr, comme disent les élèves pour l'ENSI. Mais tu représentes aussi beaucoup pour nous parce que tu es de tout temps été une précurseur, je ne sais pas comment on dit, des questions liées aux soins, et surtout tu es la directrice des projets au LABA dont tu vas nous parler, je pense, un petit peu, qui est une structure dynamique inattendue dans une structure administrative et publique de soins, et tu as autour de toi des partenaires qui vont aussi nous parler de cette question du soin, aussi bien côté pédagogue que entrepreneur et acteur de la fonction publique. Je suis ravie de vous accueillir et d'entendre ce que vous allez partager ce soir. Donc n'oubliez pas que vous êtes aussi en distanciel, filmé et donc capté dans le monde virtuel aussi. Avec grand plaisir de vous entendre ce soir. Merci Frédéric pour cette invitation. Merci à l'ENSI de nous accueillir et à l'irremplaçable Véronica Rodriguez qui a organisé tous ces événements. Alors d'abord, j'adresse une petite pensée à Benjamin Pruvot qui était censé être parmi nous et qui a été retenu par une urgence familiale. Il est avec nous en pensée et nous espérons l'accueillir à une prochaine occasion. On a un très beau panel d'invités à cette session. On va faire en sorte de respecter à peu près 5 à 10 minutes par intervention pour tenir le temps qui nous est imparti. Donc je vais commencer sans plus tarder à donner la parole à Sylvaine Maury, qui est Lead Customer Experience à la direction de l'expérience client du laboratoire Roche, qui est une fervente supportrice du design et qui va nous raconter des aventures, notamment avec l'ENSI et aussi au sein de son organisation. Sylvaine, à toi la parole. Bien, merci. Alors effectivement, alors moi je suis rentrée chez Roche il y a environ 2 ans. Avant j'étais dans l'immobilier, dans l'automobile, dans le ferroviaire. Donc j'avais déjà eu pas mal de projets avec les designers. Je ne suis pas du tout designer. Par contre, effectivement, c'est des approches qui je trouve, sont hyper importantes, notamment dans l'industrie, parce que chez Roche, je trouve que ça permet déjà d'aligner un certain nombre d'acteurs sur un même langage. Ça permet, par exemple, lorsqu'on fait des boards avec des médecins, de tester en direct un certain nombre d'idées. Et ça les étonne d'ailleurs toujours. Et puis ça permet aussi pour moi d'avoir des approches quand même très holistiques. Moi je vous apprends rien, mais par contre dans l'industrie pharmaceutique, les gens sont toujours étonnés par toutes ces approches holistiques autour d'un parcours. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche design. Sylvaine, est-ce que c'était évident pour les laboratoires Roche que les designers avaient un rôle à jouer au sein d'un grand laboratoire pharmaceutique ou alors, quelle est ta stratégie secrète en fait pour amener ce drôle d'objet qu'est le design? Alors, c'était pas du tout naturel, c'était pas du tout. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je prends des stagiaires. On a fait un partenariat avec l'ENSI et avec Simon sur le dépistage dans le cancer du poumon, cancer du foie et maladie d'Alzheimer. Donc ça a été 3 gros projets avec des super élèves qui ont fait des super projets, il y en a eu 14. Et ça a permis quand même de commencer à essaimer des petites graines parce que j'ai envie de dire les collaborateurs de Roche qui ont participé à ce projet, qui venaient une fois par mois ici écouter les étudiants, déjà ont été extrêmement étonnés par ce que vous avez pu produire. Par toutes les idées qui ont fusionné, par la manière de finalement convoquer des nouveaux acteurs auxquels on n'avait pas du tout pensé.
de travailler beaucoup sur la dimension relationnelle. Donc voilà, ça a été une belle expérience. Alors tu nous donnes envie de commencer à passer la parole à Simon Dénin, qui est donc un ancien élève de l'école, qui est un aimé et respecté directeur d'atelier de projet depuis déjà quelques années à l'ENSI, éventuellement CRIN, et qui est également co-directeur du Master of Science NID, dont il pourra aussi nous dire quelques mots. Simon, il a une longue expérience aussi de conduite de projet auprès des élèves autour des questions de santé. Donc Roche, c'est l'un des partenaires, mais il y en a aussi eu d'autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Simon, de l'intérêt que portent les élèves et les partenaires à ce sujet du design pour la santé? Alors c'est vrai que la question de la santé ou du soin ou du care est une question plutôt récente dans nos partenariats. Il y a encore 10 ans, on n'avait pas ce type de sujet. Et on était plus sur des sujets industriels, on va dire classiques du design, où effectivement on avait beaucoup de travail sur les mobilités et on pouvait travailler beaucoup avec des gens de l'industrie automobile ou du ferroviaire ou de l'objet électronique. Mais c'est en même temps que les questions autour de l'innovation publique qui ont été discutées dans une autre voie croisée, la question du soin est apparue assez naturelle sur les 4-5 dernières années. Et alors on a effectivement, c'est devenu presque une évidence de mettre du design dans ces questions-là, avec notamment, on a beaucoup d'acteurs différents qui sont venus nous voir pour illustrer ça. On a à la fois fait des projets avec la PHP, donc sur la question du réaménagement d'un service d'accueil d'urgence, avec à la fois la question des locaux, mais aussi la question de comment on gère du flux ou comment on génère de nouvelles logiques de prise en charge ou d'accompagnement, à la fois des gens qui viennent en tant que pour être soignés et des gens qui sont des accompagnateurs. Par exemple, ça c'est des questions qui sont assez intéressantes, c'est que nous on s'est intéressé à l'ensemble des gens qui rentrent et qui passent la porte, alors que par exemple souvent le corps médical il s'intéresse à la personne qui est sur le brancard, mais pas forcément à la personne qui est à côté, et on se rend compte que ça amène un déficit à la fois dans la prise en charge, mais aussi une perte d'efficacité, parce que les gens, notamment à un certain âge, quand ils viennent accompagner, ils sont très inquiets pour la personne qui est venue avec eux, alors qu'ils pourraient être inquiets pour leur propre santé. Et donc on s'est, à travers un travail de terrain assez poussé, on a identifié un certain nombre de facteurs qui permettaient d'améliorer une prise en charge globale, plutôt que d'améliorer une efficience technique ou technologique sur la prise en charge du patient direct. Donc on a travaillé avec la PHP, on a aussi travaillé avec une mutuelle hospitalière sur les questions d'organisation des systèmes de santé, et notamment vis-à-vis de la pénurie de médecins sur la question du aller vers, c'est-à-dire comment on inverse la tendance entre aujourd'hui c'est aux patients de faire la démarche d'aller vers le système de santé, comment on peut imaginer que demain ce soit l'inverse, c'est-à-dire le système de santé va vers le patient et est capable de créer des points de contact différents, etc. Et ensuite on a travaillé avec Roche sur la question du dépistage, qui partait d'un constat que vous développez un certain nombre de molécules et un certain nombre de systèmes qui permettent un gain de chance et des meilleurs traitements sur un certain nombre de maladies que Sylvain évoquait, donc cancer du foie, cancer du poumon et maladie d'Alzheimer, à la condition expresse que ces maladies soient dépistées tôt, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui et qui ne relève pas a priori des compétences initiales du laboratoire, et donc d'accompagner le laboratoire sur la question de comment on peut développer de nouvelles pratiques ou une nouvelle compétence qui est d'accompagner un dépistage précoce avant d'être capable de proposer une solution thérapeutique. Et enfin, on a eu aussi des choses autour de la tech, avec des gens qui font du développement d'app pour aider à l'enregistrement de tests ou au développement d'autotests et de médecine accompagnée, on va dire, pour ne pas dire prédictive. Donc, cette variété d'acteurs montre qu'il y a un vrai engouement, entre guillemets, de tout un écosystème et de toute une filière presque pour la question de ce que le design peut apporter. Et de l'autre côté, il y a une grosse appétence des étudiants sur ces questions-là, parce que ce sont aussi des questions où on parle beaucoup de logique de vivre ensemble, de ce qu'on est prêt à faire et à modifier en termes d'individus ou de collectifs.
pour être capable de conserver une qualité de soins ou une organisation, etc. Et sur beaucoup de projets qui ont été faits ces dernières années, il y a une vraie question de savoir quelle est la place du collectif et quelle est la place du non médical dans la prise en charge médicale. Et donc toutes ces questions-là sont des questions qui passionnent nos étudiants actuels. Donc il y a une jolie rencontre qui se fait entre les deux. Ça a d'autres conséquences, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ce ne sont pas des sujets simples, ce sont souvent des sujets qui émotionnellement sont un peu chargés pour les étudiants, mais voilà, c'est riche. Donc, en t'écoutant, on comprend qu'on peut se réjouir d'un engouement partagé entre des institutions, des industriels qui seraient prêts à faire place du coup à ces nouvelles compétences, et d'autre part les élèves en design qui se saisissent de plus en plus de ces questions de santé. Ça tombe bien, j'ai à mes côtés Jade Chiche, designer professionnel, diplômé déjà depuis quelques temps de l'ENSI et qui s'intéresse de près à ces questions de santé et peut-être aussi d'inclusion. Jade, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton mémoire et de ton projet de diplôme? Bonsoir. Depuis quelques temps, je suis diplômée depuis avril 2022. Et en fait, j'ai abordé la question du soin au travers de mon mémoire et au travers de mon projet de diplôme de manière différente. Je vais revenir d'abord sur mon projet de mémoire parce qu'en fait, ça a été aussi l'une de mes premières rencontres avec la question du soin. Enfin, bon, j'ai fait un stage là-bas, mais disons en autonomie. En fait, il y a quelques années, j'ai fait la rencontre avec une association qui s'appelle l'ADSF, donc Agir pour la santé des femmes, qui est une association qui s'occupe de ramener vers les systèmes de santé des femmes qui sont en situation qui sont très éloignées parce qu'elles sont dans des situations de grande précarité ou dans des situations d'exil migratoire difficiles. Et donc cette association, elle travaille avec des sages-femmes, des infirmières et des psychologues à travailler à l'amélioration et à la prise en charge de ces femmes-là sur le plan de la santé mentale et physique. Et cette association, elle travaille aussi avec des travailleuses sociales parce qu'en fait, un accès à la santé pour ces publics-là passe aussi nécessairement par la question de l'accès aux droits. Et en fait, moi, dans cette association, j'ai été bénévole depuis 1 ou 2 ans. Quand en discutant avec l'équipe, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que l'accès à la santé, ça passait aussi par un certain nombre d'autres choses, comme l'accès au logement, l'accès à des dispositifs de sensibilisation, l'accès à de la sociabilité, à de l'aide, à un entourage, et l'accès aussi, par exemple, à la connaissance du territoire et à la connaissance des structures de soins qui peuvent leur apporter de l'aide. Et donc c'est là-dessus que d'un statut de bénévole accueillante dans cette association, en n'ayant moi-même aucune compétence médicale, en fait, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que aider à l'organisation des sites et des repères. C'est comme ça qu'en discutant avec l'équipe, on s'est rendu compte que peut-être impliquer des compétences de design dans cette association pourrait aider à aller chercher de l'amélioration sur d'autres choses que le soin, mais qui y sont associées. Et je pense notamment à la question des informations. Et donc on a très vite investi avec l'équipe la question des outils graphiques, en se disant qu'en fait, malheureusement, dans les contextes d'urgence et de précarité sociale, la question des informations est souvent traitée de manière très annexe parce qu'il n'y a pas de corps de métier dédié à la question et qu'il n'y a pas forcément le temps et le budget pour le faire, mais que néanmoins, avec du coup une designer sur place, on pouvait commencer à essayer de tester des choses. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée en stage designer dans cette association. Et que, en étant sur place, sur le terrain, à l'écoute de l'équipe et à l'écoute des dames, on a commencé à redessiner un certain nombre de choses, comme des flyers d'orientation, des cartes qui sont parce que les femmes en fait, qui sont accueillies dans ces structures-là, elles sont aussi dans un certain nombre d'angles morts des politiques publiques d'information
à leur égard. Par exemple, elles ont rarement des téléphones avec un internet performant pour s'orienter. Elles sont dans des situations d'errance et en fait, ça nécessite de repenser un peu mieux la manière dont on va leur délivrer des informations, avec quelle démarche on fait ça et avec quels signes on le fait. Voilà, donc on a redessiné comme ça des cartes, on a redessiné aussi des informations pour qu'elles soient accessibles à un public allophone, plus représentatif pour un public qui est multilingue, donc on a travaillé sur des traductions, voilà, etc., etc. Et en fait, ce qui était intéressant avec le fait pour moi de travailler dans cette association-là et le fait d'être en mémoire à l'ANSSI, c'est que j'ai pu adosser cette pratique-là de design d'information sur place à une vraie pratique de recherche et de réflexivité dans le cadre de mon mémoire, où j'ai vraiment interrogé la manière dont c'est possible qu'en fait le design d'information et le design graphique puissent venir nourrir des contextes comme ça qui sont très fragilisés à ce niveau-là, et qu'en retour, en fait, on puisse investir la question du design d'information, de beaucoup plus d'hospitalité et de beaucoup plus de soins pour essayer de créer des signes qui correspondent au public auquel on s'adresse. Voilà. Alors, si tu veux bien, Jeanne, on va peut-être faire une coupure ici pour pouvoir revenir ensuite à ton projet de diplôme. Et donc, je me tourne vers Serge Wang, qui est également diplômé de l'ANSSI, mais depuis un peu plus longtemps, qui a travaillé pendant plusieurs années dans l'automobile, avant de développer une activité indépendante qui te conduit, Serge, à travailler sur un projet qu'un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Ecopen. Je pense que tu as aussi des sujets en commun avec Jeanne sur ces notions d'accessibilité aussi, des situations de vie dans lesquelles on n'a pas forcément tout sous la main et on a un grand besoin d'hospitalité dans les moindres détails de la présentation des matériels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, merci pour l'introduction. Alors oui, je suis sorti de l'ANSSI il y a quelques années, très longtemps. Et effectivement, dans mon activité indépendante, j'aide différentes startups en France à grandir, dont une qui s'occupe de créer une sonde échographique à bas coût. Il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, 2/3 de la population n'a pas accès à l'image médicale, ce qui est une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a encore 2/3 des personnes qui se soignent avec un peu de palpation, on écoute, on devine, il n'y a pas d'image qui puisse dire « Ah, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave et quel organe est touché ?» Et donc cette start-up-là, qui est une start-up française et qui est la première start-up à avoir été subventionnée par la PHP, donc la PHP a mis de l'argent sur la table pour cette start-up-là, qui s'appelle Ecopen, a fait appel à moi il y a déjà 5 ans pour dessiner l'objet qui allait représenter, qui allait être utilisé comme sonde échographique pour pouvoir assez rapidement dire ok, c'est le cœur qui ne va pas, non c'est pas le cœur, c'est à côté, c'est les organes respiratoires, ou, etc., etc. On peut voir les articulations, on peut voir plein de choses. J'espère que ça va. Mon rôle là-dedans, c'est pas moi qui ai créé, qui ai innové avec la technologie de cet échographe, mais c'est en tant que designer, c'est de pouvoir donner une forme à cet objet-là, parce qu'on veut qu'il soit, en termes de coût, aussi équivalent à un stéthoscope traditionnel. Donc, en gros, pour l'achat d'un stéthoscope, vous, professionnel du soin, vous allez pouvoir obtenir, vous achetez un échographe, une sonde échographique. Ce qui change tout, c'est comme si, on est en période de Coupe du Monde, là, c'est comme si vous écoutiez un match de foot et que soudain quelqu'un vous donne pour le même prix de la radio, il vous donne une télé pour regarder le match de foot. Vous voyez, c'est un peu ça l'équivalent, cette sonde échographique. C'est extrêmement performant. Donc mon rôle, c'est pas le rôle le plus compliqué, parce qu'il y a des ingénieurs, il y a des ergonomes qui travaillent, mais c'est un moment se dire, et c'est là que mon passé à l'ANSSI et puis après chez Renault m'ont aidé, on conçoit beaucoup de choses ici. C'est une machine,
on devient une espèce de super machine à imaginer, à penser, à créer, à concevoir, à mettre en forme, à casser, à reproduire. Enfin, ça aide énormément à pouvoir avoir assez de flexibilité pour pouvoir prendre un projet ou une problématique comme celle-là et se donner des règles du jeu. Par exemple, lorsqu'on conçoit cet objet-là, comme il est fait pour des zones et des régions du monde à faible revenu, on se demande mais par où est-ce qu'on commence, hein? Et une des règles du jeu que j'ai donné à l'équipe, c'était de dire, imaginons, parce que quand on fait une échographie, on met du gel, vous le savez peut-être, on met du gel et on met l'échographe dessus pour autoriser la captation d'images. Et dans certaines zones, ils n'ont même pas de gel, et ils ont du savon. Ils passent un savon et puis ils mettent la sonde à l'hôpital. Hein. Ils passent un savon et ils mettent la sonde dessus. Et je me suis dit, du coup, il faut imaginer cette sonde comme si c'était un savon en entier et qui glisse perpétuellement pour essayer d'optimiser l'ergonomie et l'usage de cette sonde dans tout type de conditions. Voilà. Donc cette façon de penser, un peu de façon ludique aussi, moi j'ai beaucoup appris ça ici, j'ai beaucoup expérimenté ça ici, ensuite dans l'automobile et dans d'autres systèmes de créatifs, mais ça a beaucoup été utile et j'utilise encore ce mode de réflexion aujourd'hui pour trouver des solutions. Donc voilà, ce qu'on peut apporter en tant que designer dans cet univers qui est immense et vaste de la santé, dans une industrie qui est mutante, qui bouge beaucoup, la PHP qui investit, et imaginez-vous, hein, la PHP qui prend de l'argent de l'assistance publique de l'État pour investir dans nos startups, c'est-à-dire que c'est important, c'est fondamental, c'est capital, et il faut non seulement du design, mais il faut avoir des compétences dans cet univers-là qui vont dépasser, excusez-moi du terme, les simples compétences d'ingénierie qu'il faut. Dans cet univers-là, les sondes échographiques, elles coûtent 14 000 euros, 10 000 euros. Et nous, pour que ce soit accessible à tous, mais vraiment à tous, on dit que pour le prix d'un stéthoscope, et je vous laisserai chercher les prix sur Internet, un stéthoscope un peu de bonne facture, perfectionné, on va pouvoir donner accès à une sonde échographique. C'était ça la mission. Et Serge, c'était ta première occasion de travailler sur un appareil médical? Oui et non. Pendant ma scolarité à l'ANSSI, j'ai pu travailler dans une boîte qui s'appelle Plan Créatif. Je ne sais pas si ça existe aussi, ça existe toujours. Plan Créatif. Et on avait dessiné à l'époque un autre échographe, mais c'était une tour qu'on devait déplacer en chariot. Alors 20 ans après, peut-être plus que 20 ans. Quelques années plus tard. Et voilà, j'ai eu la même expérience, mais avec un échographe qui se tient dans la main et on arrive à voir l'image avec un téléphone portable dans l'autre main. Et il n'y a pas de fil entre les deux, ce qui fait que c'est ultra compact, ultra maniable, ultra fiable, ultra accessible. Et c'est les termes que tu as utilisés tout à l'heure. D'accord. Merci Serge. Alors, on continue dans la conception de matériel médical innovant. Tu as à côté de toi Roland Ken, que tu as palpé, qui est responsable de l'atelier design sonore compositeur et responsable de l'atelier design sonore depuis des temps immémoriaux, et qui est également enseignant-chercheur au CRD, ENS, NC, ENS Paris-Saclay. Roland, tu es aussi un passeur de design en santé avec la composante musicale et sonore. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un projet qui te rapproche, je fais un petit peu de teasing, de ton voisin de droite? Alors, je vais juste cadrer un petit peu en quoi consiste le projet dont on a parlé. Donc, c'est un projet qui a été initié notamment par Marie, qui parlera un petit peu du cadre dans lequel ce projet s'est développé à la fin de notre présentation, dans le cadre du LABA, donc, le laboratoire d'accueil et de l'hospitalité. Et dans ce cadre-là, on a eu l'occasion de faire des workshops design sonore qu'on avait créés il y a un certain temps,
à l'hôpital Sainte-Anne, dans un espace de psychiatrie. Et la demande, en fait, était d'essayer d'explorer la manière dont on pouvait aider avec le son. Alors, on est tous patients, pas seulement en échographie, mais aussi peut-être aussi en phonographie, pour faire un lien, dans la mesure où on s'est tous, d'une manière ou d'une autre, à un moment de notre vie, soignés avec la musique. C'est-à-dire qu'on peut penser des plaies de l'âme. Souvent, on le fait de nous-mêmes, mais on peut aussi participer à aider des personnes qui sont dans des situations d'hospitalisation quelquefois très difficiles au niveau du vécu quotidien. Souvent, par exemple, des patients en psychiatrie peuvent se sentir très très mal, mais être néanmoins seuls dans des espaces où il ne se passe rien, vides, et qui ne sont pas forcément terribles sur le plan esthétique ou convivial. Enfin, ils ne sont pas conviviaux. Là. Et donc, on a eu vraiment beaucoup de personnes dans ce workshop design sonore qu'on a fait avec Julien en 2017, après, sous l'influence de Marie. Des patients nous ont dit que pour eux la musique c'était très important, mais que la plupart du temps ils ne pouvaient pas y accéder. Et donc on s'est dit, une des choses qu'on peut faire, c'est leur apporter en fait un moyen, un dispositif qui leur permette de profiter au mieux possible de la musique. Et c'est comme ça qu'on a créé le projet Psyson, donc qui rassemble en fait le LABA, donc le GHU Paris Neurosciences et Psychiatrie, et l'ENSI Les Ateliers, donc le Centre de recherche en design ENS Paris-Saclay, l'ENSI, et l'IRCAM. Voilà. Et on s'est partagé le travail en trois. Le GHU avec les soignants et les patients qui s'occupent vraiment de l'expérience qu'on appelle musico-soignant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un entretien entre le soignant et le patient qui vont discuter de la musique plutôt que de discuter de médicaments, ils vont parler de musique. Et puis cet entretien va leur permettre de choisir en fait des musiques. On va tirer aussi parti de l'opportunité des systèmes de recommandation musicale qui sont aujourd'hui très développés et qui permettent à partir d'une graine, d'une émotion, d'un descripteur, de proposer des musiques, ce qui permet notamment aux soignants de proposer des musiques dans des champs ou des domaines qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc de proposer des musiques qui vont être le plus adéquates possible à l'attente et aux besoins. Et puis nous, de notre côté, on a travaillé sur un dispositif matériel, sur une espèce de surdossier. Le LABA voulait que ce soit un objet qu'on puisse ranger. Alors je vais peut-être laisser Julien le présenter parce que c'est lui qui l'a dessiné. Moi, je fais que avoir des lubies, des idées. Quelquefois, j'embête un peu en disant de faire les choses un petit peu différemment, mais c'est lui qui fait tout. Alors justement, Julien, je me permets de t'introduire à nos téléspectateurs. Donc tu es également diplômé de l'ENSI, designer. Tu as fondé ton propre studio de design, actuellement aux Ateliers de Paris, studio Carbone 14. Et tu as eu la bonne idée de persister et de revenir nous voir après le workshop design sonore et de t'intéresser à nos environnements psychiatriques avec une rencontre étonnante dans les services dans lesquels tu t'es retrouvé en immersion. Alors est-ce que tu peux nous dire aussi, nous en dire un peu plus sur ton cheminement créatif en fait, depuis ce cahier des charges qui n'était pas forcément très facile à prendre parce que très contraint, et ta propre découverte de nos environnements de psychiatrie jusqu'à la conception aujourd'hui de ce super coussin qu'on a hâte de développer. Eh bien, quand je réfléchis à ça, je vois presque un voyage initiatique, presque une conversion, une espèce de... Et en plus avec de la musique, alors ça fait un peu religieux tout ça, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que rien ne me poussait à trouver des solutions pour la psychiatrie.
J'y avais jamais pensé. Au contraire, comme tout designer, je voulais marquer ma patte, voilà, qu'on voit mon trait, etc. Et puis peu à peu, j'ai rencontré ce monde que j'appelle parfois le rebord du monde, parce que c'est ce monde qu'on ne comprend pas vraiment, où on rencontre des gens, voilà, on ne sait plus qui dit la vérité, qui ne la dit pas, qu'est-ce que c'est que d'avoir tout son sens, enfin, voilà, tous ces mots qui sont dits, ces lieux qui sont un peu oubliés de l'humanité, oubliés, sont un peu mis de côté, on ne le voit pas au quotidien, et donc je me suis dit, mais en fait, s'il y a un endroit au monde qui a besoin de design, c'est là. C'est pas dans le salon pour faire une nouvelle chaise. En fait, là, il se passe vraiment quelque chose d'important. Et donc, petit à petit, en faisant ce travail d'enquête que j'ai appris à l'ENSI, c'est-à-dire immersion, voilà, on va rester, on va se mettre avec les patients pendant 24 heures pour essayer de vraiment s'intéresser à leur quotidien. Parce qu'en fait, si je commence à dessiner sans avoir fait ce travail de terrain, en fait, je me trompe. Donc cette immersion, et puis la rencontre avec les psys, la rencontre avec les infirmiers, et puis se dire qu'il y a le là-bas qui fait avancer des projets au sein de l'hôpital. Et ça, franchement, je tiens vraiment à le saluer parce que c'est vraiment ce qu'il faut pour notre monde. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut soigner notre monde. Et donc, plus le projet avançait, donc c'est un dispositif sonore qu'on appelle enveloppe sonore, et plus mon trait disparaissait. Et il disparaissait petit à petit, comme ça, pour s'éteindre, pour oublier le mot design, pour oublier même le mot designer. Et c'est un peu là le voyage initiatique, c'est qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas l'objectif. Hein. Le trésor, c'est bien le chemin. Et quand je vois l'objet aujourd'hui, il est le plus discret possible, le plus confortable possible. Il donne le meilleur son possible pour ce moment qu'on a appelé psy-son. Et donc, finalement, j'allais dire, le voyage initiatique, il se termine par un peu l'oubli de sa propre petite personne en se disant mais mon projet il se met au service des autres. Et en fait, ça, c'est vraiment le projet design le plus utile, le plus fort. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Si, alors peut-être ça pourrait être intéressant de comprendre comment tu conçois ce dernier objet auquel tu as abouti après de nombreuses esquisses, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'itérations, parfois aussi des moments de désespoir, et d'autres d'espoir. Et aujourd'hui, finalement, on est arrivé à un produit qui correspond à peu près à toutes ces attentes. En tout cas, tu es parvenu à les réconcilier. Peut-être nous en dire un peu plus sur le regard que tu portes sur ce dernier objet. Oui, c'est effectivement, en fait, ce qui est intéressant quand finalement on est obligé de co-créer dans ce genre d'endroit, parce qu'on va tantôt présenter le projet au laboratoire d'accueil et hospitalité, mais on va aussi présenter à un psy, puis après on va commencer à montrer à un patient, et en fait chacun, avec son prisme, va jeter, il va dire ah mais moi je vois ça, mais voilà. Et chacun a sa propre vision du monde et surtout a son inquiétude vis-à-vis du monde. Voilà, les infirmiers ils sont obsédés par l'hygiène. Voilà, il y avait un psy qui voyait vraiment des formes sexuelles dans tous mes dessins. Là, j'étais vraiment très embêté parce que tantôt c'était soit un organe masculin, tantôt c'était un organe féminin. Donc je me suis dit bon, je suis un peu bloqué. Bienvenue en psychiatrie. mais au final, cet objet, j'en suis très fier. Je vous l'écris. Donc c'est finalement quelque chose comme un dossier qui vient se porter, qui est un objet très léger, dont on a essayé qu'il soit le plus robuste possible, le moins cher possible, qui vient se poser sur un fauteuil, comme il y en a tant dans les services psychiatriques, et dans lequel on va venir se mettre et on va avoir une qualité sonore vraiment optimale, sans embêter, sans faire de son autour de soi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir soi-même profiter vraiment d'un son comme si on était dans un cinéma très puissant, mais à 2 mètres autour de vous, on ne vous entendra quasiment pas. Et, tout en ayant un confort, une hygiène, en respectant toutes les contraintes. Et souvent, j'aime beaucoup quand on parle de liberté, parce que je dis la liberté c'est la contrainte. Là, il y en a beaucoup des contraintes. Donc finalement, la liberté, elle se réduit vraiment parce que les contraintes à l'hôpital, elles sont vraiment très très nombreuses.
voilà, déjà parce que c'est un lieu qui accueille du public, voilà, puis il y a tout l'aspect hygiénique, etc. On a eu le projet pendant le Covid qui venait rajouter comme ça des petites pointes de complexité, mais finalement l'objet il est tellement dans une forme simple et vraiment pensé à son usage. Je crois beaucoup en tout cas à son application dans le futur et même ailleurs qu'en psychiatrie. Je pense qu'il y a un grand potentiel pour cet objet de musique dans d'autres services. Merci pour cette présentation. Donc, vous avez été plusieurs autour de la table à évoquer assez précisément la conception d'objets pour les milieux de soins, le contexte de soins. Alors j'ai une question un peu d'amorce. Comment est-ce qu'on conçoit pour ces milieux de soins? Pour toi, Serge, qui a dessiné des voitures, qu'est-ce que ça change de dessiner ce type d'appareil? Quelle attention vous portez en fait quand vous concevez ce type d'objet? Pour les projets aussi, Simon, que tu as pu encadrer auprès des élèves de l'ENSI, qu'est-ce qui passe en fait dans la conception de ce type de projet? Qu'est-ce que vous y impulsez? Quelle attention particulière vous réservez à la conception de ces matériels? Alors, j'ai pratiqué dans l'automobile pendant presque 17 ans, en France et au Japon. L'automobile, c'est un objet qui est hautement statutaire, qui est très structurant dans le budget des ménages. On achète d'abord sa maison, après on achète une voiture, et après on s'occupe de l'école des enfants quand elle est privée, et après, et puis pour acheter une voiture, il faut avoir un permis, un code, enfin c'est très compliqué. Dans l'univers du soin, les objets ont aussi leur complexité, c'est pas n'importe qui peut les utiliser. Ils ne sont pas forcément statutaires, bien que lorsque vous allez chez un ophtalmologue, il est très fier de vous faire asseoir et de de déplacer son appareil ou ses appareils en faisant. Il y a toujours cette espèce de pas un statut, mais une fierté, voilà, à vous montrer. J'ai le nez plus ultra de la technologie. Donc on reste quand même dans entre l'automobile et le soin, dans des beaux objets, des objets qui sont fonctionnels, qui n'ont pas qui ne doivent pas avoir de défaut, qui doivent avoir une durée de vie qui est assez longue, qui doivent cocher toutes les cases de spécifications techniques, de cahier des charges. On n'est pas trop loin, et en même temps, il faut être un peu plus humble dans la santé. C'est un peu les mots qu'on entendait précédemment. Il faut un peu disparaître pour donner de la place à ceux qui vont utiliser. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas de grande signature dans le soin. À mon avis, ça c'est un lit dessiné par comment il s'appelle, Marcel Wanders. Non, il n'y a pas de ça. On ne sait pas qui fait quoi. Il n'y a pas de designer, il n'y a pas de signature. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il ne faut jamais qu'il y en ait d'ailleurs. Ce sera mieux pour tous. Après, il n'y a peut-être pas de signature, mais à vous entendre, on dirait qu'il y a une attention quand même toute particulière à soigner la conception de ces produits, de ces matériels, de ces environnements. Julien disait tout à l'heure, c'est parce que les personnes sont malades qu'il faut redoubler d'attention pour réparer un peu une partie de l'injustice aussi dans l'état qu'on n'a pas choisi, qui est celui de la maladie, de la fragilité, toutes les conséquences qu'elles ont dans la vie. Donc peut-être qu'il s'agit quand même d'une signature, mais c'est une autre forme de signature en fait, de restaurer du confort, de l'hospitalité, de la qualité, du bien-être. Je ne sais pas Simon et Jeanne, si ça vous parle aussi, cette notion. Oui, tout à fait, mais je dirais qu'il faut même redoubler d'attention en fait, parce qu'on en est capable. En fait, on a les outils pour faire des... je vais encore parler d'information, mais parce que c'est un peu ce que je fais, mais des informations qui sont traduites, qui sont bien dessinées. On est dans une époque avec des capacités visuelles vraiment de ouf. Et c'est juste qu'on les investit rarement
dans des contextes qui en ont vraiment très besoin et qui ont besoin justement qu'on y mette toute l'intelligence dont on est capable. Et donc en fait, nous à l'ANSSI, là où on a des... je parle d'une posture en tant qu'élève, on a, en tant qu'ancienne élève ici, on a des moyens incroyables et c'est aussi, je pense, une forme de responsabilité aussi de notre part d'essayer d'aller mettre nos outils au service d'autres contextes que ceux de designers du 11e. Enfin, c'est des choses aussi, je pense, qui intéressent de plus en plus les élèves parce qu'il y a une forme d'attention qui est nécessaire aujourd'hui. Je pourrais ajouter peut-être une chose et puis je laisserai la parole. C'est vrai que lorsque j'ai décidé, enfin, on n'a pas complètement fini, mais l'objet est presque terminé. Il y a un autre type de fierté à pouvoir dessiner de l'équipement médical, je trouve, par rapport à faire un smartphone à l'intérieur de restaurants, une table, une chaise, une bibliothèque, un vélo. Quand on a fini de concevoir un équipement médical, il se passe autre chose quand même. On sait que c'est fait pour soigner, on sait que c'est fait pour être utilisé par des professionnels. Il y a une espèce de proximité, il y a quelque chose qui est extrêmement fort et j'encourage beaucoup, et c'est pas ce qu'on vend le plus, à concevoir du matériel médical dans les écoles de design, mais il se passe quelque chose d'autre dans le cerveau lorsqu'on conçoit quelque chose qui va soigner. C'est un peu ce qu'on entendait précédemment. Ouais, après, moi, nos différentes expérimentations nous ont amené à beaucoup questionner aussi cette notion d'objet médical. Et en fait, il y a plein d'objets médicaux très différents. Et c'est sans doute un des champs dans lequel il y a le plus de variété, puisqu'on va effectivement de l'objet extrêmement contraint, avec des qualités hospitalières, etc., et avec des normes tant au niveau sanitaire que de qualité de mesure ou de nettoyabilité, etc., qui sont parmi les plus élevés, où à certains moments on se rapproche même du spatial, ou des choses en termes de données de santé ou de protection de la donnée de santé. Et puis en même temps, on peut très bien faire des objets de design médical qui sont des papiers, quoi. On peut une feuille imprimée, ça peut être un vrai objet de médiation. C'est un vrai objet d'expression de la démarche du designer par rapport au médical. Pourquoi ? Parce que le médical, c'est à la fois un côté extrêmement technologique, et effectivement, on a des besoins de développer des objets techno et de donner accès à de la technologie, et d'humaniser ces technologies, pour reprendre les mots de formation professionnelle, enfin, d'un organisme professionnel mondial. Mais on a surtout besoin de designer une relation. Et cette question de la relation, elle est à de multiples niveaux. La première relation, c'est la relation de soi à soi-même. Et ça, c'est déjà une vraie question. Et on a plein d'étudiants qui se posent cette question, de se dire, avant même de pouvoir parler de médecine, il faut déjà que les gens comprennent leur corps. Et comment on peut dessiner ou comment on peut concevoir des objets qui permettent aux gens de prendre conscience du fonctionnement de leur corps. C'est pas si évident que ça. On peut croire que c'est ancré dans nos usages et qu'on sait tous comment fonctionne notre corps. Et en fait, déjà, on avait fait le test, positionner le foie dans le corps humain, c'est pas si évident que ça, même quand on a 20 ans. Donc, cette question de soi à soi-même, c'est déjà une vraie question. La question de soi à l'autre, qui est celui qui nous accompagne, est aussi une question. C'est-à-dire comment on parle de sa santé, comment on parle de sa maladie à des proches, à des accompagnants, et on l'a traité notamment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. C'est une vraie question aussi, et parce que la question de l'aidant, elle est hyper importante, et qu'elle n'a pas forcément besoin d'être technologique. Et après, il y a aussi la question de la relation entre le patient et le sachant, où pendant très longtemps on nous a dit non mais il y a les sachants d'un côté et puis c'est ceux qui soignent, et puis il y a les soignés de l'autre, c'est les patients. Et aujourd'hui on se rend compte que, et on développe des systèmes dans lesquels il y a une forme de porosité entre les deux, parce que si on veut atteindre un niveau de prise en charge qui est satisfaisant,
avec les moyens et avec le développement des technos et avec les besoins qui sont exprimés, on a besoin que le patient se prenne en charge aussi, on a besoin que le patient fasse de l'observance, on a besoin que le patient soit capable d'accompagner le médecin en lui remontant des informations et pas en attendant, en se mettant, en arrivant en consultation, en se disant « Ah, je ne sais plus quel médicament je prends, je crois s'il est jaune, il est carré ». Et ça, ça fait reporter la totalité de la prise en charge sur le personnel médical, et on sait aujourd'hui que c'est pas bien. Donc comment on développe aussi des questions là-dessus. Dans l'autre sens, on développe des outils pour que les médecins ils soient capables de partager un peu leur savoir, non pas de lâcher leurs prérogatives, mais d'inclure des patients dans leur prise en charge et dans leur suivi. On sait par exemple que sur des pathologies chroniques, une fois qu'elles sont bien identifiées et bien diagnostiquées et relativement maîtrisées, le patient, à force de suivre des examens, de faire des traitements, etc., il a des idées de ce que sont des indicateurs qui sont justes ou pas justes par rapport à, par exemple, une prise de sang. C'est-à-dire que la première fois il le fait, il est incapable de lire son bilan sanguin. Mais après un cancer de la prostate, et avec un suivi et un traitement, etc., au bout de 5 ans, les gens, quand ils font leur dosage de PSA, ils sont capables de dire s'ils sont ou pas, si c'est alarmant, ils prennent rendez-vous chez leur oncologue ou pas, en fait. Et donc ça veut dire que quelque part, la notion de prise en charge, elle s'est déplacée. Et dans ce cas-là, c'est juste ces 5 feuilles de papier A4 avec des chiffres imprimés, etc. Mais c'est la question du savoir et la relation à ce savoir et d'être capable d'être investi. C'est un objet, c'est un domaine extrêmement passionnant parce qu'on peut effectivement aller de l'objet ultra techno à la frise de papier imprimée sur une imprimante noir et blanc. Et ça, c'est riche. Il y a là une passerelle toute trouvée pour redonner la parole à Jeanne sur cette question du déplacement d'une partie de la responsabilité, de la sensibilisation sur le patient. Alors il y a la feuille de papier, mais il y a aussi d'autres façons peut-être d'impliquer les patients, les patientes aussi dans leurs soins au quotidien. Jeanne, peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet de diplôme, qui est passé, que tu es déjà diplômée. Oui. Alors, pour mon projet de diplôme, moi j'ai travaillé autour de la question de la santé gynécologique et notamment autour de la question des odeurs génitales. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en tant que personne disposant d'une vulve et d'un vagin que on ne connaissait pas grand-chose à la santé de nos microbiotes génitaux et que quand ceux-ci parfois se traduisent par des odeurs diverses et variées, on est absolument incapable d'en faire état, de le décrire ou de comprendre ce qui se passe. Et donc j'ai travaillé pour ce projet de diplôme avec ma sœur jumelle qui s'appelle Elia Chiche, qui exerçait la profession de nez à l'époque. Qu'est-ce qu'un nez ? Qu'est-ce qu'un nez Elle est parfumeuse en fait, c'est une experte en création d'odeurs. Donc elle travaillait dans un laboratoire de création de parfums. Et donc elle a décidé pour le temps de mon projet de diplôme aussi d'apporter son expertise à la question du soin et la question sociale qu'on était en train de traiter. Et donc on a fait des outils de médiation olfactif autour de la question des odeurs génitales. Donc on a fait un lexique pour essayer d'apprendre à parler de ces odeurs. On a fait aussi plein de visualisations et de représentations de ce que c'est que l'appareil génital dit féminin interne. Et on a fait aussi plein d'odeurs à sentir, on a fait un carnet de suivi, En gros, on a fait plein d'outils comme ça qui essayent de rapprocher la personne d'une plus grande connaissance de son corps et donc essayer de lui redonner du pouvoir d'agir au moment de décrire et de s'approprier son parcours de soins. Et voilà.
si on voulait prouver que le design est là où on ne l'attend pas. Roland, tu voulais intervenir? Je vais juste essayer de répondre un petit peu à la question que tu posais, de mon point de vue. Il me semble que quand on conçoit des objets dans un cadre médical, en fait, on s'inscrit vraiment dans une conception, un design de dispositif. C'est-à-dire que l'humain est inclus à l'intérieur de l'objet, et d'une manière un petit peu différente d'un objet d'usage courant. C'est-à-dire que souvent on parle de l'expérience d'usage. L'expérience d'usage d'une chaise, c'est on s'assoit dessus, on monte dessus, on la range, on a un certain nombre d'actions, d'utilité ou d'intérêt esthétique ou d'affinité avec cet objet. Quand on travaille dans un champ comme celui de la santé, en fait, la question de l'expérience d'usage doit être poussée beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle nous amène en fait à reconsidérer même la notion de qualité, la notion d'expérience, parce que c'est notre expérience de vie en fait qui est en jeu. Et donc ça met en friche en fait toute cette question de l'expérience d'usage. Et je pense que cette expérience-là pour un designer ou pour un concepteur, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Merci Sylvaine, tu prends la parole. Oui, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans l'industrie pharmaceutique, c'est quand même assez récent qu'on intègre de plus en plus le parcours patient. Et, parce qu'en fait, avant, on s'occupait surtout des médecins, on développait des molécules avec des médecins, et le patient avait quand même très peu voix au chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, maintenant, on essaie de développer aussi, je dirais, des molécules avec une galénique, une manière de prendre ces traitements qui soit de plus en plus au plus près des patients. Donc au lieu que ce soit dispensé à l'hôpital, maintenant c'est de plus en plus dispensé par exemple à la maison, avec des infirmiers, puisque Roche travaille sur des maladies, l'oncologie et les maladies rares. Mais du coup, j'ai envie de dire que les usages entre guillemets, des patients est de plus en plus pris en compte par l'industrie pharmaceutique, ce qui est quand même un peu une nouveauté, parce qu'avant ce n'était pas du tout développé, et qui pose quand même aussi d'autres problèmes, parce que les médecins, par moments, ont aussi un peu peur de perdre la relation avec leurs patients, parce qu'on s'intéresse un peu trop aux usages. Et dernière chose, en fait, on s'aperçoit que plus on s'occupe de l'expérience plus patient, plus ça augmente finalement l'efficacité des traitements. Donc ça, c'est aussi très important. Merci. Il nous reste quelques minutes parce qu'on a commencé en retard. Je voudrais me permettre d'apporter un témoignage à la question que j'avais posée, donc je prends ma propre question, qui était simplement de pouvoir vous décrire l'environnement dans lequel j'exerce mon métier. Donc tu disais, Julien, le rebord du monde. Donc ce rebord, en fait, les services de soins en psychiatrie, c'est des endroits qui sont très démédicalisés. On n'a pas parlé de matériel. Dans l'environnement dans lequel je travaille, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de signaux sonores, c'est finalement très très vide. Et donc ça invite à repenser encore différemment sa manière d'intervenir en tant que designer, parce que c'est justement... alors, rien ne justifie ce vide, hein, bien sûr. Après, il y a des vides de qualité et des vides hostiles, on a à peu près les deux. En tout cas, voilà, cette manière de prendre en soin et de prendre soin en psychiatrie, ça passe vraiment par la relation dont il était question dans ce que tu disais tout à l'heure, Simon. Donc, bien sûr, il y a des médicaments, hein, je ne vais pas nier ça, mais c'est vraiment à l'échelle de l'espace et des interactions dans l'espace que se joue notre métier, en fait. Que ces espaces, en fait, ça doit être des espaces supports de la relation à soi, comme tu disais. En psychiatrie, c'est vraiment tout l'objet thérapeutique que la restauration de la relation à soi, relation aux autres et relation à l'environnement. Donc tout l'objet, en fait, de notre travail, dans ce vide, c'est de parvenir, en fait, à faire de ces espaces vraiment des espaces de rencontre et nous, en fait, d'essayer d'initier par le projet, en fait, des occasions d'être en relation, des occasions de se connaître, de se rencontrer, ou tout simplement
d'être soi-même au monde en découvrant une couleur, une ambiance, parce qu'encore une fois on travaille dans des environnements très vides, donc ça se joue vraiment dans la qualité de ce vide, qui touche, qui émeut en fait, et qui peut-être aussi donne envie d'interagir. Encore une fois, ça peut être dans des toutes petites choses. Donc voilà, je voulais dire qu'il y a aussi ce volet-là d'environnement qu'on dit hyposensoriel, hypostimulant, donc le moins de stimulation possible pour pouvoir se concentrer sur son propre recentrage en fait sur soi-même quand on est dans des situations vraiment de sensation d'éparpillement. Et donc, ça nous amène, et ça explique aussi en partie ce que racontait Julien, à concevoir avec vraiment beaucoup de soin les quelques objets qui ont droit de séjour en fait, dans nos unités de psychiatrie, justement parce que comme il n'y a presque rien, on regarde avec énormément d'attention ce presque rien. Et quand les patients témoignent en fait, de leur expérience de soins en psychiatrie, ils décrivent en fait une hypersensibilité à tout ce qui les entoure. D'autant plus qu'il y a peu de choses. Donc une hypersensibilité aux environnements, aux couleurs, aux odeurs, et à tout ce qui se joue sur le plan relationnel dans ces espaces. Donc évidemment la façon aussi dont on s'adresse à eux, dont on va être en lien avec eux, les toucher, etc. Est-ce qu'il y a une hypersensibilité parce qu'il y a peu de choses justement? Alors il y a à la fois une hypersensibilité parce qu'il y a peu de choses, parce que les durées d'hospitalisation sont très longues, et parce que les troubles psychiques peuvent avoir une action en fait, sur la sensorialité, développer davantage certains sens et en estomper d'autres. Donc il y a aussi une modulation des perceptions qui sont induites par les troubles eux-mêmes. Et après, ce presque rien, il s'explique aussi par une culture d'aversion du risque. Alors en psychiatrie, c'est peut-être moins le risque hygiénique et sanitaire dont tu faisais part tout à l'heure, Simon, c'est plutôt le risque de la violence, de la tentation d'attenter à ses jours, etc. Donc c'est des environnements qui sont très aseptisés aussi parce qu'on cherche à réduire à néant, même si c'est jamais possible, toute possibilité d'un risque. Alors bien sûr, tout ça est très discutable parce que c'est pas parce qu'on retire ces objets qu'on retire l'envie d'en découdre. Donc évidemment, notre travail, c'est d'essayer de plaider pour une occupation hospitalière, en sens d'hospitalité, de ces locaux pour essayer de restaurer cette possibilité d'être en relation et cette possibilité d'habiter des lieux temporairement. Donc voilà, il y a une combinaison de facteurs qui explique ce vide, mais c'est une approche vraiment à l'inverse, parce que les espaces, c'est assez stupéfiant quand on les découvre, ils sont très vides et très démédicalisés, donc ça se joue vraiment dans les volumes qu'occupent les patients. Peut-être, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, pour rejoindre en fait toutes les idées-là, je trouve c'est que quand on touche aux soins, à la personne, on est dans l'exigence absolue. En fait, c'est le maximum d'exigence, c'est-à-dire que par rapport à la maison, la voiture, etc., en fait, on parle de la santé de notre corps, finalement de ce qui ne s'achète pas, de ce qui ne se discute presque pas. Et donc, en fait, on est dans des sujets tellement importants que c'est l'exigence la plus grande, quoi. Et donc ça, c'est vrai que en tant que designer, comme défi, c'est vraiment très intéressant. On arrive effectivement au terme de cette table ronde, sauf si quelqu'un a encore quelque chose à ajouter. On va clôturer là. Donc, on vous remercie toutes et tous d'avoir bien voulu rejoindre cette table ronde. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutaient à distance et ici dans la salle. Voilà, on vous souhaite donc de prendre soin en commençant par vous, comme le disait Simon, parce que pour pouvoir être soignant, il faut être soigné soi-même. Voilà, en fait, en gros, c'est ce qu'on dit souvent à l'hôpital. Hein. Bon soignant, c'est d'abord bon soigné. Donc, soin bien ordonné commence par soi-même. Bref, j'en ai fini avec ces jeux de mots. Voilà, donc il y a une incitation, je pense, assez générale à s'intéresser à ce sujet parce qu'il y a une demande et il y a des champs à investir dans des espaces qui, effectivement, sont encore assez peu fréquentés des designers. Mais une histoire qui est en train de s'écrire. Merci à toutes et tous.